Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le Dézoom, nouveau rendez-vous hebdomadaire en cette période de confinement sur le foot belge, sur l'actualité. Il y en a quand même un petit peu, même si elle ne vient plus des terrains de sport. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés un véritable trio offensif composé de, dans le désordre, hein, c'est pas par rapport à l'âge ou par rapport à certaines qualités. On va commencer par Philippe. Bonjour Philippe, Philippe Errand. Bonjour Serge, bonjour à tous. Tout va Trio bien? offensif, bon, ça dépend pour qui. Ok, on enchaîne avec, bon, on va le dire quand même, le plus jeune, Julien Courtois. Salut Julien. Réserviste sur le banc aujourd'hui. Titulaire. Vous êtes dans la feuille de match, sur la feuille de match. Et puis Frédéric. Bonjour Frédéric. Beaucoup plus offensif depuis que j'ai arrêté de jouer au football. Bon, on va aller droit au but alors, justement. Et on va commencer, on le disait, par l'actualité qui vient plutôt des coulisses pour le moment, avec cette saga sur notre Pro League qui s'est terminée, enfin qui a été arrêtée à la mi-mars, évidemment, au moment du confinement. Il y a eu les recommandations de la Pro League. L'Assemblée générale de lundi n'a pas pu encore entériner cet arrêt puisque le Conseil national de sécurité n'a toujours pas donné d'avis, n'a pas donné de consigne et ce sera normalement pas encore pour lundi. Vous l'avez peut-être vu, le Conseil national de sécurité n'aura pas lieu lundi, donc ce sera encore repoussé et on sent qu'il y a certaines tensions en train de naître à la Pro League, notamment avec l'Antwerp qui semble faire cavalier seul et qui veut rejouer. Il y a l'Antwerp qui veut rejouer, il y a aussi apparemment Genk et Anderlecht qui ne veulent pas que le classement soit entériné, évidemment pour avoir peut-être une chance de disputer ou de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc c'est un petit peu quand même le désordre. Qu'en pensez-vous, messieurs? Est-ce que vous pensez vraiment que l'Antwerp veut jouer la fin de la saison ou bien c'est plutôt pour mettre la pression et obtenir une compensation financière? Difficile à dire, je crois qu'ils ont envie de jouer malgré tout parce qu'ils se disent qu'ils peuvent éventuellement être qualifiés d'office pour l'Europa League. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Puis il y a la problématique de la finale de la Coupe de Belgique qui joue encore. Donc oui, il y a sans doute un intérêt sportif là derrière, peut-être intérêt financier aussi. Mais bon, le problème, c'est qu'on est de nouveau dans une situation où les intérêts des uns ne concordent pas aux intérêts des autres. Et par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux décisions qui ne sont pas encore prises, qui risquent peut-être d'être prises, mais il faudra discuter. Je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, en fait. Ouais. Ça peut se comprendre. Au niveau de l'Antwerp, ils ne sont qu'à un point de Charleroi, je crois. Évidemment, ça change tout. On divise par deux, ça fait un demi-point. Donc, au niveau sportif, je peux comprendre qu'ils se disent que, bah oui, ils auraient très bien pu avoir mieux que ce qu'ils ont pour le moment. Maintenant, ce sont des circonstances tellement exceptionnelles qu'on aimerait bien un petit peu de solidarité, un petit peu de voix commune, quoi. Je veux dire, voilà, comme par hasard, ce sont ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Je pense à Anderlecht, bien sûr, qui veulent des compensations. Donc, c'est un petit peu petit, voilà. Mais en même temps, il y a de tels enjeux en jeu. Voilà, leur argument, c'est que 70% ou 71% des matchs qui ont été joués, et je crois qu'on a 58% des points qui ont été gagnés. Donc, sous cet angle-là, se servir de pourcentage, de statistiques et tout ça, ok, mais je veux dire, voilà, la situation est exceptionnelle. Rejouer au football, je ne pense pas que ce serait très simple pour les footballeurs d'abord, et évidemment, ce sera à huis clos, donc ce ne sera pas du football. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir à un moment donné le courage et la personnalité de dire stop, on passe à autre chose, c'est-à-dire la saison prochaine. On reste sur les situations qui sont là, on assume, on fait preuve d'un petit peu de classe, de solidarité, de dignité, et on accepte que voilà, personne ne s'attendait à ce truc. C'est une première mondiale, la situation actuelle sanitaire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné, voilà, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, si ce n'est des petits comptes d'apothicaire et de vouloir partager. Maintenant, il y a la réflexion complètement à l'opposé. Ceux qui vont bénéficier de ça pourraient dire aussi, ben écoutez, situation exceptionnelle, geste exceptionnel, grande classe de notre part, eh ben on va partager tout ce qu'on va gagner au niveau européen. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Des deux côtés, ça peut jouer, ça peut être mesquin, d'un côté comme de l'autre, et ça peut être magnifique et classieux d'un côté comme de l'autre. Est-ce trop demandé? Je vous pose la question. Ouais. Je pose la question, est-ce que la solidarité est possible avec les clubs de notre Pro League? Même dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, mais on sait que les clubs protègent d'abord leur intérêt. Est-ce que dans cette circonstance inédite, est-ce que la solidarité est possible, envisageable en Belgique? On a du mal à y croire quand même. Voilà, moi je pense que ce serait bien, hein, ce serait quand même une première dans notre foot, mais
pense, je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je pense que c'est quand même un petit peu utopique. C'est pas l'habitude en tout Julien? cas. Mais moi, je constate que ça y est, aux Pays-Bas, ils ont clôturé la saison. Hier, la Ligue 1 a clôturé la saison. Ça fait moins de 2 mois que nous sommes là confinés chez nous. Je trouve que c'est peut-être un peu tôt encore, parce que qui sait comment sera la situation dans 2 mois. Bon, elle sera pas forcément nettement meilleure, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est impossible d'organiser des matchs à huis clos au mois de fin juin, début juillet. Ça me paraît pas impossible et je constate toujours que l'Allemagne, que l'Angleterre et l'Italie sont sur cette idée-là. Donc, pourquoi pas la Belgique et pourquoi pas clôturer ce championnat, au moins ça, et donc de faire au moins la moitié des playoffs 1 et 2. Ça me paraît pas exceptionnel. Moi, je Alors, suis d'accord, c'est tout à fait possible, excuse-moi Serge. Mais je veux dire, à mon avis, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais pourquoi est-ce qu'il y a plein de clubs qui ont envie d'arrêter? Parce que ces playoffs 2 qui n'intéressent personne, en tout cas pas beaucoup de monde, leur coûtent de l'argent. On doit payer des primes, on doit entretenir des joueurs. Donc c'est 24 clubs, la Pro League. Hein. D'accord ouais, c'est ça la il y en Ah a oui, plus que 23, Frédéric. Il y en a un qui a été rayé. C'est le Il y en a cœur. 23. Donc, il y a le top 6 qui, lui, adore ces playoffs parce qu'il y a de l'intérêt et tout ça. Et il y a tout le reste des clubs professionnels qui n'en ont rien à battre. En tout cas, beaucoup moins que les autres. Donc, il ne faut pas oublier qu'on vote à 23 maintenant, puisqu'il y en a plus que 23. Donc, c'est peut-être pour ça que certains… Mais c'est vrai qu'au niveau temps, au niveau organisation, c'est tout à fait possible de jouer à huis clos. C'est un fait. Ce sera un championnat tronqué complètement, parce que sans supporters, ça change tout. Mais c'est vrai que c'est possible techniquement. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont envie de remettre tout à zéro. On arrête tout. Peut-être deux équipes en plus pour l'année prochaine et tout ça. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui aimeraient bien que les choses changent et cette formule change. Même ça va être très compliqué puisqu'il y aura encore évidemment aussi la cour d'arbitrage qui va statuer sur les clubs qui n'ont pas eu de licence. On rappelle aussi qu'il faudra à l'Assemblée générale 50% pour arrêter le championnat, mais 80% de vote pour que le classement soit entériné. Et là, ça risque de poser problème. Oui, ça risque de jouer à pas grand-chose en fait en termes de voix. C'est difficile de prévoir. Y aura-t-il des compensations financières allouées par les clubs qui jouent l'Europe? Difficile. Je crois qu'on a beaucoup de difficultés dans notre Pro League à avoir des accords, donc on verra, mais ça risque d'être compliqué. Pour revenir sur ce que Fred disait, juste une parenthèse, jouer au mois de juin, et ce que Julien disait aussi, oui, peut-être, c'est possible, il faudra voir l'évolution, mais il y a quand même toujours cette problématique des tests qui sont quand même absolument nécessaires. On ne sait pas comment ça va évoluer, et vous pouvez imaginer que personne ne sera d'accord de privilégier les footballeurs pour qu'ils puissent exercer leurs activités par rapport à d'autres secteurs qui sont en première ligne, etc. Il faut quand même se rappeler ça parce que c'est quand même extrêmement important. On adore le foot, on adore le sport, et s'il peut continuer, on sera tous contents, mais voilà, il y a quand même aussi une certaine décence à garder. Oui, si on ouvre les usines avec 2000 employés, non, c'est pas un peu comme le foot, je sais pas moi, que si on mesure. Le foot a une particularité, c'est que c'est un sport de contact. Fred, tu disais d'ailleurs il y a 15 jours aussi, les duels, les transpirations, les crachats, même s'ils seront interdits apparemment prochainement. C'est impossible, c'est humainement impossible de ne pas cracher en jouant. Alors, dans une entreprise, respecter des distances de confinement et de sécurité, c'est pas facile, mais c'est probablement faisable. Mais allez, tu as joué combien de matchs de foot? Est-ce qu'il y a un match de foot où tu n'as pas été dans un duel? Peut-être. Mais… Malheureusement, pas un seul, non. C'est pas. Non, mais moi je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, voilà, qu'on prenne une décision courageuse, ferme et définitive, même si on sait que techniquement c'est faisable, mais décidons, quoi. Décidons. Maintenant, il y a des plus gros que nous, la France qui l'a fait, la Hollande, voilà. Maintenant, voilà. Mais c'est venu des gouvernements, Fred, et ce sera le gouvernement qui va devoir décider ici, parce qu'en plus, il y a le cas de force majeure concernant les droits télévisés, donc ça va poser problème aussi. Donc il faut, on va dire, un appui légal. Et Julien parlait de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Ce sont des projets, mais on n'y est pas encore. Ce sont les gouvernements qui vont décider, donc on n'est pas sûr de reprendre. L'Allemagne, on parlait du 9 mai, ce sera sans doute plus tard s'ils reprennent. Donc pour le moment, on est encore loin de véritablement voir ces grands championnats reprendre. Et là, il y a une pression économique qui est sans doute encore plus forte qu'ici chez nous, Julien.
Oui, je constate quand même qu'en Ligue 1, par exemple, il y a aussi une histoire de fin de contrat, de droit, un nouvel acteur dans les droits. Donc, je pense qu'aussi, il faut être honnête, on n'a pas toutes les informations à disposition pour juger tout à fait honnêtement et de manière transparente. En Belgique, il y a un renouvellement de droit qui sera fait. En France, il y a un renouvellement de droit qui est fait. Est-ce que ça a aussi une influence dans cette fin de saison en France? Je me pose la question réellement. Oui, certainement. Mais c'est bien la preuve qu'on a pour le moment beaucoup de questions et peu de réponses à apporter. On est dans beaucoup de suppositions, mais on imagine quand même qu'il y aura un impact économique. Et ça, on l'a déjà répété ici, mais on l'entend un petit peu partout. Donc, le monde du football risque de changer. Et il y a des acteurs ou des observateurs du football qui commencent à amener leur petite graine et à faire des propositions. Et notamment Jean-Michel De Waal, le sociologue du sport assez connu en Belgique, qui a écrit un plaidoyer avec d'autres personnes, avec quelques collègues, et qui a lancé quelques pistes. On n'a pas le temps ici, il faudrait toute une émission pour en parler, mais il y a voilà, quelques pistes intéressantes, notamment, et je vais vous demander si c'est applicable en Belgique et au niveau du football, on va dire de manière globale, le salary cap. Le salary cap, on le rappelle, c'est le plafond de salaire pour un joueur, mais aussi dans la masse salariale d'un noyau. C'est utilisé dans tout le sport professionnel américain, notamment dans la MLS, donc dans le football. C'est utilisé notamment dans le top 14 du championnat de rugby français. Est-ce que le salary cap qui permettrait de réguler, de mieux contrôler les finances d'un club et éviter par exemple la faillite d'un club comme l'Okeren, ça permettrait aussi d'avoir plus d'équilibre entre les clubs? Est-ce que c'est envisageable dans le football en général et dans le football en Belgique? Ça fonctionne en NBA. Oui, dans tout le sport professionnel américain. Voilà, donc on pourrait se poser la question pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner chez nous. Le problème, c'est que notre système, il est basé sur, un précepte presque. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus en difficulté. Et ça existe depuis la création quasiment du football professionnel et certainement à partir de l'arrêt Bosman. Et donc, on a construit à partir de l'arrêt Bosman un système qui, au niveau éthique, je ne vais pas dire qu'il est pire que le système avant l'arrêt Bosman, parce que avant l'arrêt Bosman, c'était l'esclavage quasiment, mais on a fait tout ce qui était possible de faire pour faire un business de plus en plus incroyable, avec de plus en plus de millions. Donc, c'est la seule préoccupation du foot, j'ai l'impression, par rapport à peut-être ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est une question de valeur aussi qu'on n'a pas réussi à inculquer à notre sport, je pense. Un salary cap, pour moi, c'est une fausse bonne idée, dans la mesure où, enfin, je serais pourtant partisan quand même d'un salary cap, mais je vais m'expliquer. Si les clubs étaient gérés avec du bon sens, il n'y aurait pas besoin de salary cap. On ferait monter les joueurs de l'académie, on leur donnerait un salaire tout à fait normal, la moyenne du salaire, enfin le salaire moyen, on va dire, du vestiaire. Donc j'ai l'impression qu'un salary cap, en fait, c'est pour rectifier une situation qui, comme le dit Philippe, est partie quand même un petit peu en sucette et on essaye de retrouver comme ça un équilibre. Mais si les clubs étaient gérés de manière transparente, avec du bon sens, ça me semble être un mot vraiment important dans le football, par des gens compétents, parce que la réalité du football, et je pense que c'est en Belgique, mais c'est comme ça partout, le football, c'est un milieu de réseau. Donc là aussi, on va plutôt attirer un joueur parce qu'on a un réseau de ce côté-là. Non, il faudrait faire confiance à la cellule de scouting. Combien de clubs ont des cellules de scouting et ils n'écoutent pas finalement les rapports des scouts? Donc, je pense que la base, avant de penser à un salary cap, ce serait surtout d'aller dans de la transparence de gestion de club et avoir du bon sens, tout simplement. Oui, évidemment, c'est une des pistes à suivre. Oui, Fred? C'est pour ça que c'est une excellente idée qui paraît complètement utopique. Mais bon, de toutes les plus belles utopies naissent les plus beaux changements dans le monde. Donc il faut soutenir cela parce que voilà, ce serait presque protéger les dirigeants contre eux-mêmes. On sait qui dirige le football. Malheureusement, le football, c'est laissé gangréner par… voilà, plus il y a de transferts, plus il y a des gens qui sont bien contents d'être dirigeants dans le football, d'être managers et de faire tourner leur économie à eux. Donc, ce serait s'opposer aux gens qui actuellement dirigent le monde du football aussi, malheureusement. Donc, c'est une grosse ambition. Mais je pense que ce serait évidemment quelque chose de formidable, même si on suppose que les vautours qui sont en train de se servir dans le monde du football auront vite fait de détourner tout cela. Mais je pense que c'est un premier pas qui pourrait évidemment faire beaucoup de bien
Et je dis presque pour permettre à ces dirigeants de se protéger contre eux-mêmes et de ne pas avoir de telles dérives. Donc voilà, je pense que pour l'équité et pour ramener un certain équilibre dans le monde du football, je veux dire, en Italie, on se demande qui sera deuxième derrière la Juve, en France, on se demande qui sera deuxième derrière le PSG, en Angleterre, il y a un top 6 et puis il y a le reste. Pour un petit peu rééquilibrer tout ça, ça pourrait être une bonne chose, et surtout pour éviter de voir ce pitoyable marché aux bestiaux qui est devenu le football, où on transfère non pas pour renforcer son équipe, mais pour renforcer le portefeuille de certains. Quand tu dis protéger les dirigeants contre eux-mêmes, il y a quand même certaines règles qui ont été mises en place. Il y a le fair play financier, mais je pense qu'il est presque culturel dans le football, sans être vraiment trop pessimiste et trop négatif, du fait qu'on a toujours envie de contourner les règles, en fait. Le fair play financier, ben, on va toujours, ah oui, ok, on ne peut pas faire ça, mais on va essayer malgré tout comme ça. Rappelez-vous le cas, par exemple, du Paris Saint-Germain qui, sur la même année, a transféré Neymar pour 222 millions et qui a voulu prendre Mbappé pour 180, je crois, ou quelque chose comme ça, et c'était impossible. Et puis alors, on a trouvé une formule, on prend l'un, l'autre, on le loue, et avec une option d'achat qui sera levée si le Paris Saint-Germain reste en Ligue 1. Donc, on essaye toujours de… Moi, j'ai l'impression que dans la société civile, quand on essaye de contourner les règles, on se fait taper sur les doigts, et dans le foot, ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense qu'il faut distinguer déjà la vente, le prix de vente et puis le salaire des joueurs. Pour être tout à fait objectif, que Léo Messi gagne ce qu'il gagne, c'est-à-dire, je pense, plus ou moins 30 millions par an, comme Cristiano Ronaldo, 30 millions d'euros par an. Franchement, pour moi, c'est des bêtes de scène, c'est des artistes qu'on n'a pas l'occasion de les voir. Donc, c'est presque normal. Maintenant, on peut s'interroger sur ceux qui leur donnent la réplique, qui ont une responsabilité aussi et qui ont une vraie présence. Donc, si des Messi et des Ronaldo tout seuls, ils ne joueraient pas au football. Donc, il faut bien payer ces gens-là, mais certainement pas des sommes. On va dire que, encore une fois, le problème, c'est le joueur moyen qui gagne très, 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 très bien sa vie, alors que ce n'est qu'un joueur moyen. Et tant que ce seront les dirigeants de clubs qui formeront la fédération belge de football, qui seront à la Pro League et tout ça, en tout cas à la fédération, ça va être difficile de changer les choses. Ils sont en même temps, vous voyez, juges et partis, donc le petit monde dans lequel on vit les arrange. Hein, non, c'est pas l'option que vous avez. Et je pense que l'exemple doit venir de très haut, c'est-à-dire la FIFA, l'UEFA, et puis nous là derrière. S'il y a des obligations, des instances dirigeantes, c'est-à-dire les instances, si on vous dit, si vous continuez dans votre système, vos équipes ne joueront pas au niveau européen, oui, mais il faut que l'UEFA ait envie de le faire, et le courage de le faire, et la force de le faire. Et je pense que tous les scandales qu'on voit FIFA, UEFA, je pense qu'il faudra vraiment y mettre quelque chose, mais je trouve que ça mérite qu'on y croit et qu'on soutienne ce genre d'action, ce genre d'envie, comme M. Doha le propose, tout cela. Si même il n'y a que 2 points qui en ressortent gagnants, ben ça vaudra la peine. On va ramener le débat sur la Belgique. Bon, c'est clair que le salary cap devrait être accompagné d'autres mesures, mais on aura peut-être le temps d'en parler une autre fois. Par contre, il y a quand même une actualité qui a un petit peu échappé aux médias. Il y a eu un seul quotidien de presse écrite qui en a parlé, c'était vers l'avenir, c'était l'avenir de samedi dernier. En termes des réglementations en Belgique, ça risque de changer puisqu'il y a eu un avis donné par le tribunal de travail d'Anvers début avril sur le régime spécial des sportifs professionnels qui ne payent des cotisations à l'ONSS que sur un plafond de 2 399 € de mémoire. Donc, il y a une grande disparité puisque un sportif qui touche 50 000 € bruts par an paye exactement la même chose qu'un sportif, un footballeur, on va parler des footballeurs ici, qui touche 2 millions bruts par an. Il y en a en Belgique. Donc, il y a évidemment une grande différence. Et ça risque de changer puisque l'avis de ce tribunal d'Anvers du travail estime que c'est anticonstitutionnel. Il y a une commission financière au Parlement qui étudie des propositions de loi là-dessus, mais aussi sur le salaire minimum des joueurs extra-communautaires, donc qui viennent en dehors de l'Union européenne, qui pour le moment est plafonné à 85 000 €. C'est le minimum est de 85 000 € bruts. Il pourrait passer à 400 000 € bruts. Donc, si ces propositions de loi sont acceptées et deviennent des lois, ça va quand même avoir un impact sur le football belge. Et là, on parle même plus de l'impact économique du Covid. Qu'en pensez-vous? Alors, vas-y, Phil. Oui. Ok, mais je pense que bien sûr qu'il faut quelque chose de plus équitable en ce qui concerne l'ONSS. C'est pas normal qu'un joueur qui gagne… Moi, je comprends qu'un joueur qui gagne très peu bénéficie de ce statut-là. Les joueurs qui sont les mieux rémunérés dans notre compétition devraient payer en fonction d'un autre
plafond. L'ONSS, je pense qu'un système plus équitable, je pense que c'est quand même c'est logique, inévitable. Enfin, en tout cas, ce serait une bonne chose, je pense. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, en tout cas, la deuxième partie de ta question, les 85 000 euros pour les joueurs extra-communautaires, ben oui, je pense que ce serait quand même bien aussi d'élever ce plafond parce que ça ouvre les portes à toutes les combines, à tous les transferts qui se basent souvent sur pas grand-chose et on n'est pas loin de la traite des êtres humains aussi dans ce cadre-là. Donc, qu'on clarifie et qu'on endigue un petit peu ce système-là de manière à faire venir chez nous peut-être des joueurs qui sont déjà confirmés ou qui peuvent apporter une plus-value pour notre championnat, ben oui, ok. Parce que là, pour l'instant, c'est avec un système pareil que l'on dit que notre football est une guerre de triage, en fait. Avec des clubs qui achètent pour, je ne sais pas, 20-25 joueurs par saison, voire par mercato, avec des gars dont on ne connaît pas le parcours quasiment et qui finalement ne jouent quasiment pas une minute. Donc là, il y a un gros problème aussi quand même. On en revient à ce qu'on disait sur le sujet précédent. Tant qu'il y a des petits arrangements entre les clubs, les managers et tout ça, c'est eux qui dirigent le foot. Et voilà, vous savez que la Belgique est le 8e importateur de footballeurs au monde. On a combien de millions d'habitants? 11 millions d'habitants, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ahurissant. C'est exactement le terme employé par Philippe qui est approprié. C'est une guerre de triage. Voilà, l'intérêt est souvent de faire du business et après on verra bien. Vous savez, il y a eu des chiffres là, c'est combien Moucron a utilisé 100, combien Philippe, je crois que tu sais, 115 ou 125 joueurs sur les 3 ou 5 dernières saisons. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? On en avait parlé déjà la semaine passée, pardon. Ah, pardon, voilà. Non, mais on avait évoqué ce sujet sur les difficultés qu'aura sans doute Moucron à obtenir sa licence devant la Cour d'arbitrage. Serge. Oui, Julien. Donc, si je peux donner un avis pour avoir un petit peu préparé la chose. Donc, il faut expliquer les avantages au NSS. On dit que c'est pour les joueurs. En fait, la réalité, c'est que c'est des avantages qui sont au club. Les clubs sont moins taxés, donc peuvent proposer un salaire brut plus élevé pour les joueurs. Ça, c'est, on va dire, l'idée. Donc, c'est discriminatoire en 2020, selon ce que vous venez de nous dire par rapport au tribunal du travail d'Anvers. Discriminatoire en 2020. J'aimerais faire un petit retour en arrière et revenir dans l'histoire. Pourquoi est-ce que cette loi est apparue? Il faut revenir dans les années 80, parce qu'on est dans les années 80, une période où beaucoup d'argent en noir dans les clubs de football et un statut précaire pour les joueurs de football à l'époque. Donc, on est vraiment dans un tout autre monde qu'à l'heure actuelle. Je rappelle, et c'est Arsène Wenger qui le précisait récemment dans une interview, Arsène Wenger, sur toute l'entièreté de sa carrière, il a connu des salaires de 3 000 euros par mois, des salaires de 300 000 euros par an et finalement des salaires de 300 000 euros par semaine. Il faut vraiment se dire que le football, sur les 30, 40, 50 dernières années, a changé du tout au tout. Donc, je reviens, on est dans les années 80, beaucoup d'argent noir dans les clubs et un statut précaire pour les joueurs de football. Donc, la fédération et le gouvernement négocient ensemble et ils décident 3 choses. 1, d'alléger les cotisations sociales des clubs. 2, alléger le régime fiscal. Et 3, la création d'une assurance groupe et d'une épargne pension. Ce qui est, par exemple, pas encore, je pense, à vérifier aux Pays-Bas. Je pense qu'ils n'ont toujours pas fait cette épargne pension qui est saluée par les joueurs encore aujourd'hui, parce que c'est une somme qu'ils ne peuvent toucher qu'à la fin de leur carrière. Très important. Autrement dit, cette loi, dans les années 80, a pour objectif 2 choses. Réduire l'argent noir, on l'a bien compris, et, comme le disait Philippe, peut-être essayer d'attirer des joueurs étrangers via ce petit cadeau, ce petit bonus en termes d'avantages fiscaux. Les autres, donc c'était d'abord uniquement pour le football, faut bien préciser. Puis d'autres fédérations, le basket par exemple et le cyclisme, ont dit mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et c'est là où le football a dit mais attendez, nous, il faut le rappeler, c'est important, l'État touche de l'argent sur chaque ticket vendu pour un match de football. Donc on peut imaginer que le football fasse profiter la communauté. Il y a des restaurants, fasse des stades, des bars, il y a la TVA, tout ça. On va dire que le football amène de l'argent pour la communauté. Donc, c'était, on va dire, un gagnant-gagnant. Techniquement, comment ça se passe? On va dire que y a un exemple très, très concret, par exemple, sur l'allègement du précompte professionnel. Un club qui est moins taxé, on va dire, peut
payer mieux un joueur, mais doit absolument, et ça c'est demandé, réinvestir l'argent épargné dans la formation et dans les académies. Et ça, à l'heure actuelle, on dit c'est très très difficile à contrôler. Il y a eu des abus et je pense surtout que cette loi intervient surtout après le Football Gate qu'il y a eu l'année passée et on est occupé à se dire en fait cette loi des années 80 était juste dans les années 80 mais elle doit absolument être réévaluée parce que la situation des joueurs n'est plus la même. Absolument. Bah, Julien, merci pour ce développement. C'est très technique, mais c'est important de le préciser. Donc, cette loi n'est plus du tout d'actualité et doit donc changer, puisque depuis les années 80, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'arrêt Bosman et puis du changement complet, de la dérégularisation totale du football. Frédéric. En fait, moi, je trouve que rien n'a changé. Parce que, bah oui, on parle des cotisations sociales. Pourquoi est-ce que ça a été créé? On s'est rendu compte, début du siècle, que depuis une dizaine d'années, en division 1 et division 2 belge de foot et de basket, il y avait plus d'étrangers que de Belges. Et les étrangers, ils payaient 18% de cotisation sociale, un jeune belge 40%. C'est pour ça que cette loi de rééquilibrage a été faite pour ramener un peu plus de joueurs locaux, de joueurs belges dans le championnat. On se rend compte maintenant qu'il y a 58% des joueurs de Jupiler Pro League qui sont étrangers. Donc, malgré les avantages qui ont été un peu rétablis, ça n'a absolument rien changé à ce système, quoi, à ce cirque. Quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'en Belgique, il y a 11% de jeunes issus du club ou formés au club qui sont dans les noyaux pro. Nous sommes 27e sur 31 en Europe. Donc voilà, donc effectivement, il est temps de faire quelque chose. Donc toutes ces propositions sont les bienvenues. Et j'ai une petite parenthèse comme ça, c'est quand même bizarre. En tout cas, c'est peut-être un hasard extraordinaire que ça vient d'une ville où le triste sire qui dirige cette ville et le pays est un mec qui n'en a rien à foutre du foot et du sport en général. Voilà, petite parenthèse. Le politique et le monde judiciaire, c'est la séparation du pouvoir. Hein. Normalement, oui, il n'y a pas d'influence. Évidemment. C'est vrai que les politiques ne se servent jamais du foot pour essayer de se montrer, tout ça, absolument. Là, il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le football et le politique. Là, c'est autre chose. Bon, ben, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir avec le Covid, mais que c'est le politique, finalement, qui pourrait avoir de l'impact sur le football belge? On parlait la semaine dernière peut-être de l'obligation des clubs de se pencher, de s'intéresser beaucoup plus à la formation et d'utiliser plus de jeunes joueurs à partir de la saison prochaine. Est-ce que ça va être le cas? Serge, je vous ai entendu la semaine passée dire qu'il n'y avait que 1% des joueurs formés au club à Gand, Courtrai et Eupen, si mes souvenirs sont bons. Exact. Ça, je suis tombé de ma chaise pour tout vous dire. Donc, en effet, il faut absolument augmenter le salaire minimum d'un joueur extra-communautaire pour forcer les jeunes, pour forcer les clubs, à se dire non, on préfère former un joueur qui ne coûte pas grand-chose dans notre centre de formation qu'aller chercher un joueur du bout du monde. Il y a moyen de concilier les deux aussi, Serge, je pense, d'aller chercher des joueurs à l'étranger et de former les jeunes. Prenez l'exemple du club de Bruges. Je pense que ce n'est pas un hasard si le club, pour l'instant, est vraiment au top. Parce qu'il y a des jeunes, il y a De Ketelaar, il y a l'un ou l'autre encore, et ils sont capables aussi d'aller chercher des joueurs ciblés à l'étranger, qui coûtent parfois un petit peu cher, qui gagnent sans doute beaucoup plus que 85 000 euros par an, mais qui apportent quelque chose à la compétition et qui permettent à notre foot de progresser. Ce n'est pas incompatible, en fait. Alors, Philippe, j'aimerais apporter un contre-exemple. J'ai bien entendu Bruges, qui est géré par l'ancien Zulte Waregem, Vincent Manhart, qui a été transféré à Bruges tellement il était bon. On voit qu'il continue à être très bon du côté du club de Bruges. Mais le contre-exemple, c'est Saint-Tron. Saint-Tron qui est désormais dirigé par des Japonais. Il n'y a aucune attaque par rapport à ça. Mais du coup, les Japonais nous envoient 6, 8, 10 joueurs par saison. Et alors, effectivement, heureusement, dans l'eau, il y en a toujours un qui est très bon. Je pense à Kamada, par exemple, il y a 2 ans, qui est parti ensuite en Bundesliga. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on aimerait? J'imagine 2 secondes être dans la tête d'un joueur qui est à l'académie de Saint-Tron. Qu'est-ce qu'il doit se dire, ce gamin? Il n'a aucune chance de percer. Zéro. Alors, le débat est passionnant. Je pense qu'on aura encore le temps et l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Là, on est un petit peu limité par la durée de l'émission. On est presque à la fin. Il nous reste quelques minutes pour parler, je ne vais pas dire d'un sujet plus léger, c'est vraiment pas le terme à utiliser pour le moment. Mais puisqu'on se rend bien compte qu'on va devoir passer par le huis clos, on est bien d'accord que le huis clos dénature complètement le football, que ce n'est plus du football. Mais voilà, si on n'a pas de huis clos, on jouera peut-être pas avant 2021 et il faudra un moment quand même que la prochaine saison, si celle-ci ne se
se termine pas, la prochaine saison va devoir reprendre. Et on a vu des propositions, notamment du côté allemand. C'est ceux qui semblent pour le moment être les plus près de recommencer. Il y a certaines propositions pour rendre le huis clos un petit peu moins lourd, un petit peu plus supportable. Avec certaines propositions, je vais vous laisser l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est un peu des gadgets, quoi, quand même. Hein. Voilà, alors pourquoi C'est un sparadrap. Oui, un sparadrap, une rustine. Oui, donc si tu veux, je les rappelle, il y a Mönchengladbach notamment qui a prévu d'installer dans les tribunes des mannequins à l'effigie des supporters. Il y a qu'est-ce qu'on avait lu encore, Cologne qui voulait faire un énorme tifo pour malgré tout un petit peu habiller son stade. Et il y avait une application aussi qui était, ça c'est quand même effectivement plus amusant et vraiment gadget, une application qui permettrait aux supporters devant leur télé, en poussant sur des boutons je sais pas, de leur GSM sans doute, ou de leur smartphone, de créer des sons d'ambiance, des chants, des célébrations de buts dans le stade. Ce serait fait avec des haut-parleurs dans le stade. Voilà. Bon, certains disent que c'est indécent de réfléchir à tout ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas fondamental. C'est anecdotique, c'est du gadget. Voilà. Mais ouais, moi, ça me fait marrer. Ce qui est indécent, c'est qu'il n'y ait pas de masque ni assez de produits pour les hôpitaux. Ça, c'est vraiment indécent. Tout ce qui peut amener un peu de folie et de trucs qui ne servent à rien, mais qui font un peu de bien, je trouve ça assez marrant. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'on invente des trucs, des faux chants et tout ça. Voilà. Non? il faut aussi voir, peut-être, je ne sais pas, c'était pas marqué dans la presse, s'il y a une touche pour jeter des verres de bière, par exemple, sur le terrain. On n'y a pas pensé. Dans la presse flamande, il me semble avoir lu que le CEO d'Anderlecht pensait à une application qui permettrait d'apporter des bières jusqu'aux supporters chez eux. Donc, voilà, on n'en est pas loin. Effectivement, oui. Ouais. Ouais. Le business continue. On sait comment s'appelle notre compétition. Voilà. Non, il faut arrêter. Enfin, moi, je trouve que pour l'ambiance dans le stade, tout ce qui vient est le bienvenu, quoi. Voilà. Tant que ça ne fait de mal à personne, ça fait peut-être du bien à d'autres, quoi. Voilà. Voilà. Par contre, il n'y aura plus de bagarre entre supporters à cause du confinement. Ça, est-ce qu'on va organiser ça pour pouvoir un peu. C'est la grande question. Mais pour boucler la boucle, Serge, vous dites oui, il faudra reprendre un jour. Mais c'est bien ça toute la question. Pourquoi ne pas reprendre au mois de juin si c'est quand même pour reprendre dans les mêmes conditions au mois de janvier, au mois de mars, au mois d'avril prochain? La situation, elle va rester tant qu'on ne trouve pas un vaccin. Donc, autant reprendre le plus vite possible et essayer en effet de mettre des choses en place. Maintenant, je crois que nous tous ici, on est fans de foot. Donc, on a avec ou sans public. Évidemment, on préfère avec du public parce que c'est pas le même sport. Mais moi, j'ai faim de football. Là. J'ai envie de jouer au football et j'ai envie de voir un peu de football quand même. Et pour le moment, le football n'est évidemment pas la priorité des gouvernements et on en saura sans doute plus pour l'émission de la semaine prochaine. On va s'arrêter là. Frédéric, allez, un dernier mot. Non, mais on peut voir du football sur vous, puisqu'on diffuse les plus grands matchs de l'histoire de la saison dernière. Donc, n'hésitez pas à regarder tous ces exploits magnifiques. Et quand on le revoit une deuxième fois, c'est incroyable comme on voit plein de choses et comme c'est encore plus agréable, même si on connaît le score. Merci pour cette presque conclusion. Je vous propose d'arrêter là. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ces avis très intéressants. Vraiment, c'est quand même passionnant, même s'il n'y a pas de football pour le moment. Il y a tellement de choses à dire sur notre championnat de Belgique. N'oubliez pas, il y a évidemment les rediffusions sur VooSport, sur VooSport World. Les émissions aussi que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, le Zoom sur le football européen, les footballeurs belges notamment qui évoluent en Pro League, et puis le dézoom sur notre championnat, 2 rendez-vous hebdomadaires. Soyez prudents, faites attention à vous et on se retrouve très bientôt. Merci.